Du coup, moi d'abord, je voulais en effet euh, souligner que, comme l'a dit Léonore, je suis architecte. En fait, je suis un petit peu euh, comment dire, les programmations de la A. Et vous allez voir pourquoi, parce que ça peut être en lien avec mon sujet. Et donc, je suis très heureuse d'avoir été invitée à pouvoir partager mon travail avec vous aujourd'hui. C'est toujours assez riche de pouvoir se déplacer aussi et s'adresser à d'autres gens et confronter un petit peu ces différences. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc l'intervention que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Entre théorie architecturale et philosophie analytique, ou comment rester ambigu et mouvoir sans définir. Donc dans un premier temps, alors j'ai un peu pris au pied de la lettre le thème d'aujourd'hui et le mot déclic. Ça m'a aidé un petit peu à rentrer et à présenter un aspect méthodologique des années qui viennent de s'écouler dans mon travail de thèse. Et donc, je me suis un petit peu attachée à l'étymologie d'abord, parce que le mot déclic, c'est un mot composé en deux temps. D'abord du mot clic, qui est un onomatopée qui parle du son que fait potentiellement une mécanique interne, comme dans une montre ou comme dans une souris, donc quelque chose qui est agissant et qui est un petit peu caché. Et le préfixe qui vient juste avant, dé, peut avoir plusieurs explications. La plupart du temps, c'est de faire l'opposé, comme dans former, déformer, ou de passer d'un nom à un verbe, comme dans visage, dévisager, par exemple, ou, et là c'est peut-être plus le cas, d'accentuer une intensité. Donc, par exemple, dans battre, débattre, c'est battre avec intensité, ou en tout cas jusqu'à un certain avènement. En tout cas, pour la présentation ici, j'ai envie de vous parler du déclic dans son acceptation intense, donc essayer de montrer qu'il y a un endroit particulièrement où les choses s'articulent. Euh, voilà, donc dans mon expérience personnelle, j'avais l'impression qu'au début du doctorat, il y avait plusieurs éléments disparates que, si vous voulez, je lis ensemble un petit peu par mon intuition. Et j'ai l'impression que les déclics ont petit à petit amené à ces éléments à se mettre les uns avec les autres, à définir les relations qu'ils avaient ensemble et finalement à donner des méthodologies, des façons de les faire être ensemble, de les penser ensemble. Et finalement, le déclic, ça va être un petit peu ça. C'est ça qu'on va essayer de voir dans cette présentation. Mais je tiens quand même à cette métaphore que j'avais notée. Donc, le bruit de la mécanique, le bruit de l'articulation d'un cran qui est emmené par un mouvement d'un rouage à un autre. Donc, le fait de mettre en lien des éléments disparates que moi j'ai appelé intuition. Donc, s'il y a des clics dans un premier temps, vous l'aurez compris, il y a clic. Donc, euh, ici, c'est l'occasion de présenter le sujet de la recherche et justement les premières hypothèses, les premières intuitions ont amené ce travail-là. Donc, dans mon cas, c'est une intuition qui se passe à partir d'une rencontre, donc de la rencontre d'un terrain qui est le mien, donc praticienne en agence bruxelloise il y a 4 ans. Je suis très animée par un certain corpus de réalisation contemporaine, par des architectes vivants plutôt franco-belges qui sont actuels et actuellement sur le devant de la scène, reconnus dans les biennales de Venise et ainsi de suite, parce que c'est des références vivantes qui m'inspirent d'abord. Et en parallèle de ma pratique, je lis beaucoup de théorie architecturale et notamment, à un moment, je suis assez fascinée par un texte, donc de l'ambiguïté en architecture, écrit par Robert Venturi. Donc ça, c'est le titre en français. L'anglais, c'est un petit peu différent, Complexity and Contradiction in Architecture. Et en fait, je suis un peu stupéfaite à la lecture de l'ouvrage de voir à quel point euh, un peu systématiquement, je fais des liens entre l'architecture contemporaine et les exemples que j'aime, ou en tout cas qui sont proches de moi, et ce que raconte Venturi dans son livre. Alors que pour autant, il y a une énorme différence de mouvement, une énorme différence de registre, une différence temporelle. Donc je suis un peu euh, interrogée par ce décalage, et c'est sur ça que se passe un petit peu le premier pas et le premier pas méthodologique. Pour faire un petit peu une liste des questions que je me pose alors. Je me demande qu'est-ce que je pressens dans cette rencontre. Est-ce que d'abord je l'invente, mais finalement, même si je l'invente, qu'est-ce que j'y vois? Euh, Qu'est-ce que je dois comprendre de ce rapprochement? Pourquoi ces deux objets s'accordent-ils si bien? Pourquoi un vieux texte de 66 parle-t-il, à mon sens, du contemporain? Qu'est-ce qui se passait en 1966 dans le texte de Venturi et qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'actualisation que moi j'y vois? En fait, c'était vraiment une interrogation par cette espèce d'incohérence temporelle. Euh, voilà, maintenant on peut, ici je voulais exemplifier
qu'au début de cette analyse, j'ai pu un petit peu investiguer ce terrain, disons ce corpus d'architectes contemporains, notamment, vous voyez là sur la gauche, un bâtiment orange d'un bureau néerlandais qui s'appelle Monad Nok, qui est une référence ouverte à l'œuvre la plus connue de Venturi, donc la Havana House. Petit à petit, en rentrant dans le corpus, j'ai trouvé en effet qu'il n'y avait pas que moi qui avait fait les liens, mais que Venturi était un personnage particulièrement important pour ces architectes, avec des références explicites à plein d'endroits, des livres qu'eux-mêmes écrivent sur la réflexion de l'ouvrage et ainsi de suite. Donc c'était effective en effet la présence de Venturi. Mais je ne rentre pas là-dedans, je continue un petit peu sur le déclic, mettons celui que je veux présenter aujourd'hui. Donc c'est un déclic plutôt méthodologique. En fait, quand j'ai commencé cette investigation, je me suis demandé alors qu'est-ce qui était particulier dans l'ouvrage de Venturi qui faisait que je trouvais que ça fonctionnait bien avec le contemporain. Et donc j'ai analysé très fortement le livre et je retiens un petit peu une question. Quand j'ai analysé, c'était quelque chose vraiment que je gardais en moi. C'était en fait, Venturi travaille à partir de l'ambiguïté, de cette notion-là qui se définit par le fait même d'être indéfinissable, d'être pas complètement identifiable ou classable. Et Venturi essaye de le définir malgré tout dans une analyse de son projet. Donc il y avait un peu un truc de l'ordre de l'oxymore, de vouloir définir quelque chose d'indéfinissable que j'essayais de comprendre d'un point de vue méthodologique. Alors comment il dépassait, comment il déconstruisait cet oxymore. Et je retiens deux réponses principalement de l'étude. C'est que Venturi travaille à partir d'un corpus assez large. Donc ici, je vous ai pris en photo juste la quatrième de couverture qui grossit le trait en disant 200 exemples. Donc, l'ambiguïté de Venturi, elle est toujours située de manière très précise dans des contraintes de projet qui sont l'urbanisme, l'économie, la demande du client, la fonctionnalité, ainsi de suite. Il y en a énormément. Mais c'est toujours situé et c'est le nombre qui permet de faire émerger des choses. Et ensuite, là, c'est peut-être l'endroit où j'ai été le plus intéressée par le livre de Venturi. Il y a, donc, la deuxième photo, c'est une photo du sommaire de l'ouvrage. Euh, il y a une tendance chez Venturi, comme sur le point numéro 7 ou 8, à proposer certaines formes d'ambiguïté, telles que la contradiction adaptée ou la contradiction juxtaposée qu'il définit. Mais il y a aussi une tendance chez lui, telle qu'au point 4, à proposer des énonciations langagières. Et moi, c'est ça qui m'intéressait particulièrement, tel que le phénomène du à la fois. En fait, c'est des moments où Venturi a proposé plutôt des articulations de phrases plutôt que des noms ou des choses qui s'isolent et qui se définissent. Donc, le phénomène du à la fois, le et inclusif plutôt que le ou exclusif, etc., qui sont des tournures de phrases qui fonctionnent euh, avec tous les projets qu'on veut mettre dedans et qui produisent une analyse. Donc, il m'a semblé que c'était avec ces deux outils que Venturi euh, faisait, disons, une proposition particulière. Je pense que le déclic arrive à peu près à ce moment-là, au moment où je me rends compte que je fais un rapprochement, si vous voulez, entre ces deux outils et la philosophie analytique. C'est-à-dire qu'en philosophie analytique, les limites du langage, telles que chez Venturi l'ambiguïté, sont assez importantes. Un philosophe important de la philosophie analytique, Ludwig Wittgenstein, euh, prend souvent pour objet de travail la douleur, parce que c'est difficile à définir, ou la couleur, parce que c'est difficile à décrire, et ainsi de suite. Donc l'ambiguïté est proprement un objet qui touche à la limite du langage et qui l'utilise. Donc, en ce sens-là, ça me faisait faire un premier rapprochement. Et ensuite, l'outil principal de Venturi, le fait de passer par des énonciations de phrases, donc par des mouvements langagiers plutôt que par des noms, était lui aussi plus proche de ce que proposait la philosophie analytique. En philosophie analytique, et notamment chez Wittgenstein, on a tendance à penser que l'important, c'est le contexte d'énonciation d'un message plutôt que le contenu du message qui est important. Et notamment pour les choses dont le contenu du message est un peu délicat, telles que la douleur, il vaut mieux regarder comment le message est dit plutôt que ce qui est dit. Il y aura toujours une différence sur les choses qu'on vit personnellement. Euh, cette petite, on va dire, respiration, qui je pense que est le cœur du déclic que je présente aujourd'hui, qui passe par un rapprochement avec la philosophie analytique, me permet aussi de me mettre à distance un petit peu de Venturi. Je retiens de lui l'ambiguïté et la façon de travailler dans le langage, mais je découvre aussi énormément de choses comme outils en philosophie analytique, et notamment un qui reste particulièrement dans ma tête, c'est celui que j'ai mis donc sur cette slide, qui est euh, le concept de performativité qui a été développé par Austin en 62 aux États-Unis.
donc un contemporain et compatriote de Venturi. La performativité, si vous voulez, c'est des façons d'énoncer des choses qui s'opposent à des énoncés constatatifs. Donc, si je vous dis il fait beau, c'est une constatation sur un état. La performativité, à l'inverse, agit en parlant. Donc, c'est des verbes tels que je m'excuse, je te pardonne, ainsi de suite, des choses que quand on les dit, on les fait et qu'elles ne sont pas vraies ou fausses, elles sont directement faites de manière partagée, euh, ainsi de suite. En fait, tout de suite, quand je suis rentrée dans cette partie de la philosophie analytique, j'ai compris qu'il y avait un enjeu assez fort, c'est-à-dire que euh, assez fort pour me refaire travailler à la manière de Venturi, mais peut-être plus en adéquation avec mon corpus contemporain, une analyse. En fait, je me suis dit que dans le fait d'orienter sur des actions directement dans l'énonciation, plutôt que comme Venturi, le phénomène du à la fois, qui est vraiment un peu, euh, on va dire, ça serait difficile de le qualifier comme ça, mais fermé, les verbes mettent un peu l'accent sur les actions que font les architectes et donc, encore une fois, ils mettent en valeur les contraintes. Donc moi, le déclic un petit peu que je prends aujourd'hui, c'est d'avoir commencé à travailler à partir d'actions, d'actions langagières. Donc en fait, j'ai analysé mon terrain petit à petit à partir de verbes que je pressentais, soit que je sentais, si vous voulez, d'un point de vue théorique et que je tirais donc des lectures un petit peu intensifiées, soit que je présentais dans le terrain, un peu un aller-retour entre les deux. Et c'était des verbes qui en fait, mettaient en exergue l'action qu'avaient eu les architectes face aux différentes contraintes de projet. Donc, en fait, c'était toujours une façon de mettre en valeur le geste plutôt qu'autre chose et les réalités des contraintes. Alors, juste pour exemplifier un peu, là, j'ai mis donc dans la slide un sommaire en cours d'une analyse de performatif. Mais donc voilà, je pense que le déclic euh, que j'ai vraiment eu, c'était de passer par la philosophie analytique pour comprendre qu'il y avait d'autres outils et que certains pouvaient mettre encore plus en exergue ce qu'a cherché de faire Venturi, notamment le geste, qui met peut-être plus dans les contraintes que des outils tels que le phénomène du à la fois. Et donc, moi, j'ai travaillé à partir de ces gestes-là. Euh, En conclusion, j'ai envie de revenir un petit peu sur l'introduction et la métaphore que j'avais fait avec la mécanique. Je crois que euh, la définition, en tout cas pour moi, du déclic, c'est le moment où il y a un bruit, et notamment un bruit qui fait que ce qui se passe à l'intérieur d'un mécanisme sort de manière publique. J'ai l'impression que ce que j'ai présenté comme le clic, comme l'intuition de la recherche, était très interne à moi-même et, euh, et que petit à petit, il a commencé à s'ouvrir, à constater que mes intuitions étaient certainement partagées. Puis, dans le déclic, à ce moment-là, peut-être aussi s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres façons de faire et à d'autres auteurs. Et à ce moment-là, commencer petit à petit à rencontrer mon terrain et des gens avec qui collaborer. Et je dirais que dans la notion de déclic que je présente aujourd'hui, j'aimerais mettre en valeur le fait qu'il y ait tout d'un coup un bruit public, l'idée d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir le débat et de pouvoir aussi le partager sur des choses peut-être qui dépassent un petit peu l'hypothèse et l'intuition par de la méthodologie et par un croisement de disciplines dans mon cas. Euh, voilà.